7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On est parti aux quatre coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes. Bienvenue sur clap.ch, je m'appelle Cyril Dion et je suis là pour le film Demain que j'ai co-réalisé avec Mélanie Laurent. Comment s'est déroulé tout le travail en amont, la naissance de ce projet avec Mélanie? Moi j'ai commencé à l'écrire il y a 5 ans, en décembre 2010, avec l'idée de faire un film qui aille un peu à l'encontre de tous les documentaires écologistes ou même socio-économiques que je voyais, qui étaient très catastrophiques, qui étaient très anxiogènes et qui laissaient souvent les gens un peu sur le flanc avec à la fois beaucoup d'informations qu'ils avaient découvertes, mais l'envie d'agir et une sorte de sentiment d'impuissance. Là, je voulais faire l'inverse, je voulais que les gens sortent avec de l'enthousiasme, envie de faire plein de choses, avoir appris plein de choses et surtout de l'espoir. Donc j'ai passé 2 ans à essayer de monter le financement, c'était difficile. J'ai rencontré plein de gens dans le cinéma français et j'avais rencontré Mélanie par Pierre Rabhi, avec qui j'ai monté une ONG qui s'appelle Colibri. On était devenus amis et un jour elle m'a demandé de l'emmener voir justement des solutions qui participaient à réinventer le monde. Et je l'ai emmené au Bec et Loing, en Normandie, dans la ferme en permaculture qu'on voit dans le film. Elle a trouvé ça extraordinaire et sur le chemin on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, à la fois nos goûts musicaux, nos goûts cinématographiques, la littérature et une sensibilité qui était très proche. Et peut-être le lendemain, j'ai dû l'appeler en lui disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ensemble ce film dont je t'ai parlé ?» Et elle a dû répondre oui dans la seconde, je pense. Et après, justement, vous parlez des difficultés de trouver du financement. Qui avez-vous sollicité et comment avez-vous présenté le projet pour les convaincre? Le premier partenaire qui a vraiment déclenché, c'était Mars Film, qui est notre distributeur en France. Et on a réussi à les convaincre en montant un petit teaser de 2 minutes pour montrer justement à quoi le film allait ressembler. Parce que sur le papier, tout le monde trouvait que l'intention était louable, mais avait peur que ça soit un peu téloche, que ça soit une sorte de catalogue de solutions, que ça soit fouillis. Vous voyez pas bien quel était le parti pris de mise en scène qu'on voulait adopter. Et dans ce petit teaser, on a vraiment fait en sorte de faire un concentré de toutes nos intentions. Donc ça les a touchés. Et ensuite, on a utilisé ce teaser pour faire du financement participatif sur Internet, sur un site qui s'appelle KissKissBankBank. En crowdfunding. Voilà, et le but était de lever 200 000 euros en 2 mois, et on les a levés en 3 jours. Et à l'issue des 2 mois, on avait levé 445 000 euros, ce qui est un record mondial, a priori, de financement participatif pour un documentaire. Et grâce à cette campagne, qui a montré en fait à plein de partenaires qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de voir ce film, qui avaient envie qu'il existe, d'autres partenaires sont arrivés, donc comme France 2, Orange Cinéma Série, etc. Et le résultat de ce crowdfunding tonitruant, c'est que ça correspond à une inquiétude citoyenne. À une inquiétude, mais à une attente aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie qu'on leur montre un horizon, qu'on montre un projet de société. Je pense que une des raisons pour lesquelles il y a autant de désaffection politique en France, beaucoup d'abstention, beaucoup de défiance aussi envers les partis politiques, c'est que on a l'impression qu'on manque justement d'un projet qui ait vraiment du sens et qui nous donne foi dans l'avenir. Le film commence avec des propositions qui sont assez classiques, que ce soit justement l'énergie, l'agriculture. Après, vous déviez sur quelque chose un éventail plus large, que ce soit l'éducation, quand même la politique. L'économie, la démocratie. Voilà. Mais en fait, on ne dévie pas. On montre que tout est lié. Et en l'occurrence, quand on s'intéresse par exemple à l'agriculture et qu'on cherche pourquoi l'agriculture fonctionne comme ça, on se rend compte que l'agriculture aujourd'hui est totalement dépendante du pétrole. C'est la pétrochimie qui fait marcher l'agriculture. Faisons tout à la main sur un tout petit territoire, il peut produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand. Donc ça nous oblige à nous intéresser au modèle énergétique. Et quand on s'intéresse à la transition énergétique, on voit que la plupart du temps, les États ou les collectivités ne font pas la transition énergétique parce qu'ils disent que c'est trop cher et qu'ils sont trop endettés. Donc on s'est demandé pourquoi est-ce que les États sont aussi endettés. Et ça nous a obligés à nous intéresser à l'économie et aux mécanismes de création monétaire. Et là, on a vu que l'économie prenait une place démesurée aujourd'hui dans la société et qu'on a tendance à prendre des décisions parce que économiquement c'est bien, même si écologiquement, par exemple, c'est une catastrophe. Et que démocratiquement, on a besoin de reprendre le pouvoir sur l'économie et la finance. Donc, on s'est intéressé à la démocratie. Mais quand on regarde les problèmes de la démocratie, et quand on regarde pourquoi
les citoyens ne s'emparent plus des sujets démocratiques et ne font plus de la politique au jour le jour, on voit que c'est aussi un problème d'éducation. Qu'on a besoin d'éduquer les citoyens à être libres et à être totalement responsables aussi de la société dans laquelle ils vivent. Donc on s'est intéressé à l'éducation. Donc la conscientisation aussi, la prise de conscience des gens. La prise de conscience et la prise de responsabilité. C'est-à-dire qu'on essaie de montrer dans le film que tout le monde a vraiment du pouvoir, mais doit aussi vraiment prendre la responsabilité. Qu'on ne peut pas seulement attendre que ce soit les responsables politiques qui fassent les choses pour nous. Les responsables politiques feront les choses quand on sera derrière eux et quand on les obligera à les faire. Ou quand il y aura un électorat qui dira, bah voilà, nous, si vous, par exemple, si vous faites rien pour le changement climatique, on ne vote pas pour vous. Définitivement. Aujourd'hui, l'opinion publique n'est pas suffisamment mobilisée sur ces sujets-là. Vous parlez beaucoup des responsables politiques. Est-ce que, suite à la projection du film lors de la COP21, vous avez eu des échos de la part des politiciens ? On a eu des échos parce qu'on l'a montré par exemple à Laurent Fabius, déjà pour qu'il valide le fait qu'on allait le montrer à la COP21. On l'a montré à Ségolène Royal qui est venue à l'avant-première le 1er décembre. On a un certain nombre de délégués qui sont venus au Bourget. Ce qui est très étonnant en fait avec les responsables politiques, c'est que en off, ils sont toujours assez d'accord avec ce qu'on raconte. Ils savent qu'on a tous ces problèmes-là. Ils savent que ça marche pas. San Francisco has an 80% landfill diversion rate. Everything is reduced, reused, recycled or composted. En in, ils sont tellement pris dans un jeu d'intérêt à la fois économique et en même temps de nécessité d'être réélus, donc d'avoir un discours qui est relativement acceptable par tout le monde, que tout d'un coup, ils changent complètement leur fusil d'épaule. Et c'est un peu dramatique, parce que je ne sais pas si c'est un très bon calcul à long terme. Certes, effectivement, ça demanderait de prendre des décisions courageuses qui seraient peut-être pas très populaires dans un premier temps, mais quand on regarde les grands leaders politiques qui sont restés dans l'histoire, que ce soit Roosevelt, que ce soit Churchill, Gandhi, que ce soit Gandhi, c'est des gens qui n'ont pas cherché à être populaires au départ, qui ont cherché à prendre des décisions qui étaient radicales, nécessaires. Churchill promettait du sang, de la sueur et des larmes. Bon, évidemment, c'était un contexte extrêmement dramatique, mais aujourd'hui, si on y regarde de plus près, les scientifiques nous disent qu'on a 20 ans pour réagir et que si on ne le fait pas, c'est une partie de l'humanité qui pourrait disparaître entre 2040 et 2100. Donc on est dans une situation qui est... Hubert Reeves, qui est un astrophysicien québécois très connu, dit on est dans une forme de veillée d'armes. On est à l'aube de situations extrêmement catastrophiques. Donc il faut vraiment que les responsables politiques en prennent la mesure. Et il faut que les gens en prennent la mesure et soient aussi radicaux que les responsables politiques dans les choix à la fois qu'ils font au quotidien et dans les choix qu'ils imposent à leurs responsables dans les périodes électorales. Ça, on le sait déjà depuis plusieurs décennies. Il n'y a qu'à penser au film de Luc Jacquet, justement, qui montre clairement que depuis les années 50-60, on avait déjà décelé ce qui allait se passer. Cependant, malgré le discours qui était pourtant déjà présent, il y a quand même la volonté de laisser le monde dominé par l'économie et les intérêts. Qui a cette volonté-là, en fait ? C'est-à-dire que je pense que un certain nombre de responsables politiques y trouvent leur intérêt. La plupart de la population, c'est une forme de démission et d'apathie. Et justement, on essaie de réveiller chacun, pas seulement en essayant de les secouer, en leur disant « il faut vous bouger », mais en suscitant de la créativité, du désir, en racontant des histoires. Un des choses fondamentales qui nous a guidés dans ce film, c'est un livre de Nancy Houston qui s'appelle « L'espèce fabulatrice », dont la thèse est que les êtres humains sont des machines à créer du sens. Parce qu'on a peur de mourir, donc on a besoin de trouver du sens à notre existence sur Terre. Et que la meilleure façon qu'on a trouvé de construire du sens, c'est de raconter des histoires, d'élaborer des fictions, des récits. Et que ces récits deviennent plus ou moins collectifs. Nous, ce qu'on a voulu faire avec ce film, c'est pas simplement alerter ou informer, c'est vraiment construire les bases d'un nouveau récit. Et qu'en sortant du film, les gens se disent « mais en fait, moi, c'est dans ce monde-là que j'ai envie d'habiter. C'est pas dans l'autre, pas dans celui dans lequel on vit aujourd'hui, qui finalement nous rend pas si heureux que ça. » Et c'est aussi un message d'optimisme pour les générations à venir. Oui, mais en plus de l'optimisme, c'est vraiment changer notre imaginaire, changer la façon dont on réfléchit le monde. Parce que l'imaginaire précède toujours l'action et la mise en place de structures sociales. Donc si déjà les artistes sont capables de projeter cet imaginaire différent, ensuite, on en parlait beaucoup par exemple avec les séries américaines où
Il y a une série qui s'appelle 24 heures, Jack Bauer, là. Et le président américain était noir. Et on a vu, en fait, par un certain nombre d'études et de sondages, que l'élection d'Obama avait été facilitée par le fait que dans la psyché collective, avoir un président noir, c'était devenu un truc un peu normal. Parce que dans les séries à la télé, le président était noir. Donc on a besoin de ça. On a besoin que, par exemple, il y ait de plus en plus de films où, j'en sais rien moi, rouler à vélo, c'est la normalité. Les gens se déplacent à vélo, c'est comme ça. Sans le souligner, sans dire il faut rouler à vélo. Mais simplement si vous faites par exemple des fictions et que dans les rues de Paris, au lieu d'avoir des poursuites en bagnole tout le temps, vous avez un monde où les gens circulent de façon différente, ça va rentrer dans l'inconscient collectif et on va se dire bah oui, c'est normal. Alors techniquement, comment s'est passé ce film? Parce que vous êtes parti dans une dizaine de pays, à 4 personnes si je ne me trompe pas. Non, on était plutôt 6. 6. Vous pouvez nous parler justement, concrètement De la configuration qu'on avait? Oui. Comment vous êtes répartis les tâches? On était donc 2 réalisateurs, un chef opérateur, un assistant opérateur, un ingénieur du son et un régisseur. Et Mélanie, on s'est réparti les tâches. Elle était beaucoup plus... Enfin, une journée type, en gros, c'était... le soir, moi, je briefais l'équipe sur ce qu'on allait filmer le lendemain. Je leur expliquais ce que je voudrais qu'on raconte, ce que les gens qu'on allait voir faisaient. Et le lendemain matin, Mélanie et notre chef opérateur partaient sur le terrain, à la fois repérer les décors, commencer à imaginer un découpage, commencer à réfléchir à des angles, à des axes. Et moi, je m'occupais des personnages. J'allais passer du temps avec eux pour essayer d'établir une relation et faire en sorte qu'à l'écran, ils se sentent à la fois à l'aise et en même temps qu'ils soient au meilleur d'eux-mêmes. Et ensuite, on a redispatché les rôles au montage. Donc moi, j'ai passé les 9 mois de montage avec notre monteuse. Et Mélanie venait toutes les 3 semaines ou tous les mois, vraiment pour faire le regard extérieur, pour nous permettre de rester dans une ligne qui justement soit très accessible au grand public et à des gens qui ne connaissent pas ces sujets au départ. Et il y a un support musical important. Vous pouvez me dire comment vous avez travaillé avec Frédéric Ashtal? En fait, c'est elle qui nous a proposé un morceau au départ. Elle a entendu parler du projet et elle nous a fait une proposition, alors qu'on ne la connaissait pas et qu'on ne connaissait pas son travail. Et une proposition qui était complètement à l'envers du film. C'était un morceau hyper déprimant où elle disait There is no world to come, there is no world to come. Et donc, on a appelé... Moi, j'ai appelé notre ami commun, je lui ai dit mais tu lui as vraiment expliqué ce que c'était le film parce qu'elle nous a envoyé un truc complètement à l'inverse. Et en même temps, c'était très beau. Alors, on a essayé de monter cette musique juste après le moment où on a les scientifiques qui nous expliquent justement qu'on pourrait avoir une partie de l'humanité qui disparaisse, pour que ça fasse un moment où on reçoit cette information et on la vit émotionnellement. Et c'était tellement chouette que ça nous a fait pleurer avec Mélanie en salle de montage. Donc, on lui a demandé d'autres essais. Et assez miraculeusement, les essais correspondaient toujours. On trouvait toujours un endroit où ça marchait super bien. Donc on a décidé de travailler avec elle. Et ensuite, on a travaillé de 2 façons, comme ça, c'est-à-dire en la laissant nous faire des propositions. Et à côté de ça, on lui a donné quelques figures imposées où on lui proposait vraiment, sur des séquences très particulières, de faire des musiques. Par exemple, à la fin de l'agriculture, moi je voulais que ce soit quelque chose avec des morceaux musicaux qui s'empilent, c'est-à-dire que les instruments s'empilent, que les chœurs s'empilent, pour que métaphoriquement ça représente ce qu'on dit à ce moment-là, c'est-à-dire que si on mettait plein de petites fermes partout dans le monde, ça permettrait de nourrir l'humanité, et que c'est justement cette addition de petites choses qui allait remplacer ces espèces de méga systèmes. Et donc là, elle s'est adaptée et elle a fait des choses de façon plus imposée. Vous avez parcouru 10 pays. Comment vous avez choisi, a priori, les pays? D'après des lectures, d'après des articles? Moi, c'était mon métier depuis 10 ans et donc je connaissais beaucoup de ces endroits. Donc j'ai voulu qu'on aille dans des endroits qui soient à la fois représentatifs, c'est-à-dire qu'on aille filmer des choses qui sont suffisamment grosses pour que ça puisse convaincre même des gens qui sont très sceptiques. Qu'on aille plutôt dans des pays occidentaux avec l'idée qu'aujourd'hui il fallait donner une autre image de l'Occident aux pays du Sud, qui voudraient vivre comme nous, pour leur dire mais même nous il faudrait plus qu'on vive comme ça, donc c'est pas la peine de faire les mêmes bêtises que nous. Et puis on a cherché des personnages
assez charismatique. Donc c'était un peu un croisement entre les initiatives qui étaient formidables, les personnages qui étaient charismatiques et les décors qui marchaient bien. Par exemple, à Copenhague, on a choisi d'aller là-bas parce que c'était beaucoup plus cinématographique, d'avoir les vélos, plutôt que Stockholm, qui est aussi une ville très écologique, mais où il y a beaucoup moins de cyclistes et où on voit beaucoup moins les choses. On parlait en début d'interview de la COP21, qui est un bel accord, mais en même temps qui fait la part belle encore à l'économie, avant tout. Raoni, le représentant des Indiens d'Amérique d'Amazonie, était très triste à la lecture de l'accord. Et vous, quel est votre sentiment ? Moi, je suis pas triste parce que je pense pas qu'on aurait pu avoir un accord meilleur que ça. Je pense qu'il fallait pas avoir trop d'attentes par rapport à ça. Moi, j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens, j'ai organisé des congrès d'imams rabbins où les gens essaient de se mettre d'accord autour d'une déclaration finale. Et c'est toujours des intérêts politiques et c'est toujours le plus petit dénominateur commun qui l'emporte. Et là, pour le coup, le fait d'avoir donné un cadre qui est, il ne faut pas qu'on dépasse 1,5 degré, déjà, c'est très bien. We didn't start with, shall we save the planet? Because that was too grand. We just start with where we are. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut que ça soit une mobilisation générale. Il faut vraiment arrêter de vivre dans ce monde où on donne tout pouvoir, y compris dans nos imaginaires, aux responsables politiques. Et que le pouvoir soit ramené au plus petit échelon. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité dans la politique. À chaque fois qu'on peut, il faut donner le pouvoir au plus petit échelon et on délègue ce pouvoir quand vraiment on ne peut pas faire autrement à des échelons supérieurs. Et si on fait ça dans l'avenir, et si chacun d'entre nous se met en route, j'ai envie de dire, mais là on a des chances que ça marche. Si on attend que ce soit les sommets politiques qui résolvent les problèmes pour nous, malheureusement on ne s'en sortira jamais. Là, on a parlé de demain et après-demain. Et après-demain, je vais en Belgique pour la sortie du film en Belgique. Non, mais voilà, moi je suis sur un autre projet de film. Mélanie est en train de préparer son prochain film qui s'appelle Plongée, qui est une adaptation d'un livre de Christophe Onodibio. Et voilà, et on va continuer à faire notre part. Merci Céline. Merci à vous. Now we vote, we govern. On voulait mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain. In Totnes, we have a £21 note. Kind of 21. because you can. Why not?